dans notre zone de vie pour que ça soit, comme on dit, un dialogue. Okay? Donc c'est économique. Il y a un enjeu politique. Deux pistes d'enjeu politique. Le premier enjeu politique, c'est il faut rentrer dans la réflexion au niveau national pour prendre ces questions-là au sérieux. Ça veut dire avoir des politiques dignes. Et là, je veux rapprocher l'enjeu institutionnel. Quand l'occupation à Mayotte de la France, l'occupation de Mayotte par la France, a généré en 1995 un visa Balladur, on a dit non, on va vous dénoncer. En 2005, le colonel Azali a retiré la question. Voilà, ça c'est des enjeux politiques. Et après, ils n'ont pas fait mieux. Le visa Balladur, donc 20 ans après, c'est des dizaines de milliers. Dans des dizaines de milliers de morts, là aujourd'hui, dans l'espace européen, il y a des ONG qui sont en train de dire le holà sur les morts en Méditerranée. Et là, nous devrons, il est de notre devoir, de venir en rappel, en tout cas nous insérer. Et c'est le propos que tiendra notre amie Vanessa Forest de l'organisation FASTI, pour montrer le travail difficile qui est fait à Mayotte depuis ces dernières décennies, montrer qu'est-ce qu'il y a à faire, parce qu'il faut commencer par abolir le visa Balladur. Donc c'est un enjeu institutionnel. L'enjeu politique, l'enjeu institutionnel, c'est quand on a eu des problèmes de séparatistes avec Oubed en juin, ensuite Mohamed Bakar, qu'est-ce qu'il y a eu? Le problème des séparatismes a été la solution qui a été avancée. Et là, il y a la main des mêmes manipulateurs, je passe. C'est de nous mettre un système politique qu'on n'a jamais vu nulle part, qui est de l'ordre de l'électricité, pour dire chaque île va avoir son président. Chez Yazidja, on dit Zizili. Pourquoi c'est un enjeu politique majeur qu'il faut arrêter? Parce que quand dans un groupe politique, on fait le son baratin pour arriver au pouvoir, on n'a pas le souci de développer pour se montrer crédible. On a certainement le souci de s'en mettre plein les poches, mais il n'y a pas de lien. Illustration, regardez la guerre qu'il y a entre Sambi hier et Kikilou aujourd'hui. Ils étaient ensemble, ils sont ennemis. Le seul critère dans cette histoire-là, c'est que par la voie de la tournante, chacun veut aller s'enrichir. Et donc, en nous adressant en particulier à l'élite, en particulier celle qui est dans la diaspora, c'est un vrai sujet qu'il faut adresser. Abadi. Et je vais évidemment conclure. Bah oui. Monsieur Mabadi, c'est chaud là. Pour dire que je n'ai fait que mettre sur la table un certain nombre de problématiques qui sont le séparatisme, le visa Balladur en tant qu'urgence sur le droit humain, sur le droit à la vie, notre droit à la vie, sur cette histoire de pétrole qu'il va falloir mettre en place des équipes compétentes. Et évidemment, c'est le rôle du mieux-disant politique de dire qu'est-ce qu'il propose si ces conditions sont en ligne, qu'est-ce qu'il propose pour mode de développement harmonieux dans notre archipel. Merci. Ok, merci Mabadi. Alors avant de donner la parole aux intervenants, ce qu'on va faire, c'est que chacun d'entre eux va se présenter et d'ailleurs on gardera la parole, mais s'il vous plaît de manière assez limitée parce qu'il fait très chaud et certains sont amenés dans le public à partir. Or, nous, ce qu'on veut, c'est quand même être entendu, d'autant plus que vous avez des choses très très intéressantes à partager. Alors là, il y a un plateau, en fait, il y a deux plateaux en main. En gros, c'est le bilan de ces 40 ans d'indépendance. On a dit que c'était une indépendance inachevée.
Voilà, parce qu'on est dans un pays qui cherche encore sa voie, qui a de solides bases, mais très très fragiles. Et on a vu la deuxième séquence qui était autour du séparatisme, du danger du séparatisme dans l'archipel, hein, aussi bien à la Grande Comore, à Moly, en Anjouan qu'ailleurs. Et la question de Mayotte, et notamment ce visa d'Alature, qui a engendré plus d'une dizaine de milliers de morts depuis 1995. Et donc, je vais passer à la présentation des intervenants qui vont chacun à leur tour dire un mot. Alors, Abdallah, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement au public, monsieur l'ambassadeur? Non, c'est d'abord une petite présentation exhaustive et après, derrière, on donnera la parole. Très bien. Non. Ça vous va pas? Non. Vous voulez qu'ils interviennent directement? Voilà, directement et puis... Ok. Mais alors... Présentation, voilà, c'est beaucoup plus... Alors, Abdallah, une petite présentation très brève. Voilà. Non. Alors Abdallah, c'est l'ancien ambassadeur des Comores à Paris. Et c'est aussi quelqu'un qui est très actif. Qui a été notamment très actif quand il a fallu lutter contre le séparatisme en 1997, quand Anjouan avait décidé de se séparer de l'ensemble de l'Union. Et il appartenait donc à cette structure qu'on appelait Massiwaman et qui était aussi un journal, voilà, qui regroupait un certain nombre de personnes de la diaspora comorienne issues des quatre îles. Voilà. Alors, à côté, nous avons... Prenez le micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez vous présenter au public? Vous m'entendez? Plus fort. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vanessa. Je représente ici la FASTI, qui est la Fédération des associations de solidarité avec toutes et tous les immigrés. Je ne sais pas si je fais juste la présentation. Ok, donc Mabadia Medani, je suis coordinateur du collectif là, qui est présent ici, qui est le CEDISCOP, collectif de défense de l'intégrité de la souveraineté des Comores, qui a diffusé aujourd'hui ce petit document récapitulatif sur l'événement. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nordine Swahili. Je représente l'association UBECOM qui porte un projet fondamental pour le pays, qui est un centre médical d'urgence au niveau de l'aéroport de Haraya, l'aéroport Saïd Ibrahim. J'aurai l'occasion de développer ce projet-là le moment venu. Hassan Jafar, je fais partie de l'association GRIDAC pour des réflexions pour l'intégrité territoriale de l'archipel des Comores. GRIDAC qui fait également partie du CEDISCOP. Buona, ex-commissaire à l'éducation et président d'honneur, Wahe Shamash, Waoramia, Chilifoni. Monsieur Medawi, je suis acteur culturel. C'est bref, hein? Créé moi-même. Plus fort, plus fort. Créé moi-même. Ismaël m'a invité ici pour intervenir dans quelque chose qui a travaillé au Comores dans 2-3 projets, dont celui de cohésion sociale. Galila Shirafi, entrepreneur. Très bien. Abdourahmane Ahmed, je fais partie du collectif Tous les dépendants des Comores. Là, je suis ici au titre de l'association SOS Démocratie Comores. M'excuser si je profite de l'occasion pour intervenir rapidement au sujet de la tournante, brièvement, parce que je dois aller à la radio. On a une émission de radio qui va évidemment communiquer aussi même. Pas plus de 5 minutes, hein, vraiment. Pas plus de, je crois même 3 minutes. Parce que d'abord, pour le sujet de la tournante, c'est un sujet constitutionnel. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est la tournante? Voilà, la tournante, c'est la constitution
de l'Union des Comores, il y a la nouvelle constitution comorienne, et particulièrement donc c'est les amendements avec le référendum qui a eu lieu exactement en 2013 et qui ils ont mis en place un système où un président, c'était 4 ans, maintenant c'est 5 ans, il tourne par île. Donc il y a eu une première tournante à Gazidia, à Zali, deuxième tournante à Zouari, Zambie, troisième tournante à Moélie, Ikililou. Mayotte, l'île de Maoré, fait partie et reconnue officiellement de la Constitution comorienne comme la 4e île des Comores. Et les résolutions des Nations Unies renforcent justement les résolutions de l'Union africaine. Donc, si on respecte la Constitution comorienne, c'est qui est le devoir du président qui le doit dire, il faudrait qu'il prenne les dispositions pour que ces tournants se passent à Mayotte. Et après le débat, comment on va faire? Il y a 2 cas que les autorités comoriennes n'ont pas pris les dispositions. Il fallait créer un moyen pour inscrire les électeurs à Mayotte. Paraît-il qu'il y a 1 an et demi ou 2 ans, vous avez installé un bureau là-bas pour faire les passeports pour les Comoriens qui voulaient les faire. Les réseaux africains ont envoyé des bandits pour casser ce bureau parce qu'évidemment, ce n'était pas sécurisé, il n'y avait pas de vigie, il n'y avait pas de gardien, il n'y avait pas de machin, donc ils ont cassé le matériel et les autorités comoriens ont fait machine arrière. On sait qu'évidemment, les réseaux africains, les autorités françaises vont toutes faire pour empêcher que, évidemment, il y ait une présence comorienne à l'île comorienne de Mayotte. Donc, ce que nous demandons, c'est que comme les autorités comoriennes, particulièrement le président Bilou, dans son décret d'appel à l'électorat, il précise que c'est la tournante de Mayotte respecte la constitution comorienne. Et à ce moment-là, on fait un consensus en disant si on est empêché de faire ces tournants à Mayotte, c'est que les autorités comoriennes n'ont même pas essayé. Parce que je me demande pourquoi, par exemple, les Algériens, les Marocains organisent des votes en France. Elles ont leur propre bureau, ils ont les propres listes électorales qui passent par les mairies françaises. Pourquoi nous, Comoriens de Mayotte, on n'est pas capable de faire ça? Si on se dit qu'on a pris les dispositions, on ne peut pas le faire. Le président comorien organise un congrès, par exemple, il appelle les députés, les conseillers, le juriste, et là il peut démontrer ça. Et ils choisissent les 3 premiers. Est-ce que dit la Constitution comorienne, c'est ça? C'est que la tournante par île, mais il n'est pas mentionné qu'on doit être originaire d'une île pour participer à la tournante. Si c'est le tour de Mayotte, mais rien ne précise que ça doit être un originaire de Mayotte. D'ailleurs, ça serait compliqué parce qu'il y a des Maoré enjoignés, comme il y a des enjoignés. Grand Comorien Gazidia, Zouani, Moali, Gazidia, Zouani, Gazidia. Si on cherche des origines à savoir qui c'est qui peut participer, mais en tout cas, moi, la démarche avec les associations de société civile qui sont là, c'est de demander au président Bilou qu'il respecte la Constitution comorienne et que la tournante va à Mayotte. Donc, je ne sais pas, au niveau de l'animation, si on va commencer par les 40 ans inachevés. Je pense qu'on va commencer plutôt par contextualiser l'indépendance. Donc, moi, je serais plutôt pour poser une question à notre ancien ambassadeur, Abdallah. Je suis ici, dans le public. Voilà, vous avez vécu cette époque, vous étiez où? Est-ce que vous pourriez nous raconter quels étaient dans quel état d'esprit étaient les Comoriens à cette époque-là et vous, à titre personnel? Oui, assalamu alaikum. Les années de l'indépendance des Comores commencent bien avant. Bien avant. On sait que l'archipel des Comores, pendant longtemps, était un archipel, on va dire, d'une part, très particulier dans l'ensemble
est-africain dans l'ouest de l'océan Indien, dans la mesure où c'était le seul archipel français pas loin des côtes est-africaines, où on avait de nombreuses compatriotes de Mombasa à Zanzibar, et les révolutions et les mouvements de libération qui agitaient l'Afrique de l'Est avaient des conséquences sur les Comores. Les premiers partis pour l'indépendance des Comores, alors que nous étions encore territoire d'outre-mer, nous avions une autonomie interne, il y avait cette Mohamed Cheikh, les premières agitations viennent bien entendu de ceux qui ont vécu des mouvements de libération en Afrique, ou ceux qui ont été chassés de Zanzibar en 1964, après que la Tanganyika a envahi Zanzibar, pour faire la Tanzanie actuelle. Donc quand les Comores sont... Quand on parle de l'indépendance des Comores, il faut savoir qu'aux Comores, nous tout petits à l'époque, tout jeunes, au collège et au lycée, on écoutait déjà les radios, on écoutait la propagande pour les indépendances d'Afrique, qui arrivait de Dar es Salaam, qui arrivait de Mboudia, qui arrivait de partout. Donc c'est malgré le retard qui a été pris, alors que beaucoup de pays africains étaient indépendants déjà en 1960, les Comores s'attendaient dans un mouvement naturel, tout à fait naturel, à devenir indépendants dans les années 73-75. Or, ce qui s'est passé, c'est que dès 1973, le gouvernement français de l'époque a dit oh là là, vous ne pouvez pas être indépendant, on va vous préparer, on va prendre le temps de signer des accords pour vous amener tranquillement l'indépendance dans les années 1980. Et le président Ahmed Abdallah, qui connaissait bien la France, puisque lui-même était sénateur, ancien parlementaire français, connaissait bien les institutions, et qui s'était inspiré de ce qu'avait fait les Houphouët-Boigny, ce qui s'était fait au Sénégal, etc., désirait lui-même amener les Comores à l'indépendance. Et le mouvement des Comoriens le pressait, en fait, à déclarer cette indépendance. Et quand Ahmed Abdallah, en 1975, a fait part de son idée de ne pas attendre le temps que voulait le gouvernement français et les autorités françaises d'amener les Comores entre 1975 et 1980 pour l'indépendance, il a dit moi je ne suis pas d'accord pour ce temps-là. Et quand il a fait part de la pression des Comoriens pour l'indépendance à Paris, à ce moment-là, des gens comme Mesmer, comme Broussol, qui était anciennement secrétaire général au gouvernement de cette Mohamed Cheikh, tous ces gens-là, en particulier Mesmer et autres, ont dit bon écoutez, si Ahmed Abdallah rentre dans son pays, déclare de manière, fait un défi à la France et déclare l'indépendance, à ce moment-là, il existe un plan B qui était Ahmed Abdallah, si Ahmed Abdallah va jusqu'au bout, déclare l'indépendance, les autorités françaises avaient un plan B, c'était de se replier sur Mayotte, c'est-à-dire au lendemain, Ahmed Abdallah rentre à Moroni, déclare l'indépendance, demande à l'Assemblée territoriale de déclarer l'indépendance. L'indépendance est déclarée, et à ce moment-là, la France rapatrie l'ensemble des administrateurs français, des enseignants, des professeurs, des médecins, et laisse les Comores à ce moment-là complètement nus, puisque pendant toute la période coloniale, nous n'avions que deux ou trois ingénieurs. Il y avait Abidjan qui était ingénieur, le ancien président Taki qui était ingénieur, il y avait quoi, 4 ou 5 médecins. Il y avait, nous, quand on a passé le baccalauréat en 1974, on était 70 bacheliers. Donc en fait, les Comores étaient complètement démunis, complètement. Et toutes les tentatives qui ont suivi après, en fait, se sont moulées dans ce plan B qui était on rapatrie
la communauté française à Mayotte, et on travaille pour que chaque île se sépare des autres. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'indépendance. Ça, c'est le plan B fomenté ou décrit par Messner dans ses souvenirs et dans ses... etc. Bon. Aujourd'hui, je ne peux pas m'étaler sur les questions stratégiques, géostratégiques, que les collègues qui sont là connaissent très bien, et qui a déjà été développé par Mabadi, et que d'autres pourront développer. Mais moi, je suis très frappé par une chose, en 40 ans d'indépendance, c'est le défi pour l'éducation. Le défi, je dirais, pour la connaissance. Aujourd'hui, au Comores, l'éducation a reculé. Je vais vous donner l'exemple. J'étais en juin et j'étais avec des enseignants dans un village qui s'appelle Pomoni, et il y avait l'inspecteur d'académie des Comores qui me disait qu'en juin, une fille sur deux, si ce n'est pas plus, ne va plus à l'école. Ne va plus à l'école du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème évident d'éducation, d'enseignement et un enjeu pour la connaissance. Nous savons, on en parlait tout à l'heure de la question de l'île d'Anjouan avec les séparatistes qui voulaient donc casser les Comores et ériger des indépendances île par île. Et la conséquence de tout ça, c'est le recul de l'éducation, c'est le recul de l'enseignement qui fait qu'aujourd'hui, on a l'éducation nationale, contrairement à ce que disent nos autorités, et contrairement à ce qu'on peut dire et lire ici ou là, l'éducation a beaucoup reculé au Comores. Aujourd'hui, au Comores, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Dans les campagnes, dans les petits villages, beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Parlons pas de ceux qui ont la chance d'aller jusqu'au baccalauréat et qui voient leur avenir stopper. On parle de Lisa Balladur qui fait des milliers de morts entre le bras de mer, Anjouan et Mayotte, mais on ne parle pas, on peut parler aussi, à côté de ce drame terrible, des enfants qui veulent aussi traverser pour trouver une université, pour trouver une école. Et ça, c'est des défis et des enjeux énormes, parce que nous ne pourrons pas nous en sortir si nous ne relevons pas les défis de l'éducation. Le défi de l'éducation est ce qui nous concerne tous et ce qui concerne l'avenir des Comores. Parce que si on n'a pas des enfants éduqués, on n'a pas des citoyens capables, conscients de défendre les Comores, si on n'a pas des citoyens éduqués, on n'a pas de médecins pour soigner la population, si on n'a pas des personnes éduquées, suffisamment éduquées, on a un pays qui se maintient dans l'obscurantisme. Et donc le message, pour terminer, le message essentiel, c'est que nous devons relever le défi de la connaissance pour les Comoriens, le défi de la connaissance. Merci. Merci beaucoup. Merci Otala. Alors là, je vais interroger un jeune homme justement qui veut relever le défi de la connaissance, qui s'appelle Fikri, qui est juriste et qui a travaillé comme coordinateur de la cohésion sociale pour les Nations Unies pendant 2 ans au Comores. Alors Fikri, toi qui es un enfant de l'indépendance, tu as quasiment l'âge des Comores modernes. Alors, excusez-moi, j'espère que vous m'entendez. Le format du débat est un peu particulier, je ne dois pas le dire. Et puis, dire en 10 minutes, évoquer en 10 minutes des questions un peu compliquées. J'avais même dit 5 minutes, je sais. D'accord. Alors moi, je préférerais vous parler de ce que je sais. Je parle de la cohésion sociale. Je parle de la cohésion sociale dans le sens où j'ai bossé dessus avec d'autres gens comme plus fort. Comme Nadir Ben Ali. Et donc on a un peu bossé dessus sur mais vu qu'il faut faire ça en 10 minutes, je vais essayer de... 5 minutes. 5. Très bien. Alors, nous arrivons donc au terme de 40 ans d'indépendance, messieurs, et comme l'atteste la crise la crise politique qui est en train de naître avec la candidature d'un
des ténors de la vie politique comorienne. Nous sommes encore empêtrés dans des histoires de qui a le droit de se présenter aux élections au titre de la tournante. Et ça fait déjà trois mois que nous sommes tous en train de débattre de cela. Et j'en profiterai je saisis l'occasion pour répondre que le problème du Comorien, c'est qu'il pense, et c'est un juriste qui vous dit que tout est réglé et par le droit. Le problème, c'est que le droit ne règle pas tout. Le droit, une nouvelle constitution, une énième constitution, on en a eu 5, je crois, ne va pas venir régler des problèmes d'identité insulaire fortement ancrés dans les têtes, d'identité villageoise fortement ancrée dans les têtes, à tel point que, en général, quand on monte une association ici, même quand on a fait ses études à Harvard, on l'a fait pour faire un puits dans son village. Quand on épouse quelqu'un, on épouse en général quelqu'un de son village ou de sa région. Quand on soutient un homme politique, on soutient son tonton. Son souci de cela. Nous sommes pas sur des idées. Donc, le problème des identités insulaires, de la fragmentation du pays, est tellement profond que ce n'est pas en faisant un alinéa à la constitution actuelle qui va régler ce problème. Je voulais en profiter, monsieur est parti, mais parce qu'il a demandé mon avis sur la tournante. Je n'ai pas d'avis justement. Il y a une cour constitutionnelle pour ça. Elle a été créée pour ça, pour donner des avis sur des questions comme cela. Et arrêtons d'être 60 millions, enfin on dit 60 millions en France, mais là-bas on va dire 700 000 ou 1 million ou 1 million 250 000 de juristes. Dès qu'il y a un problème légal se pose. Les institutions sont mises en place pour cela. C'est à nous de leur donner la légitimité déjà en écoutant ce qu'elles ont à dire et en les poussant à expliciter leurs décisions. Voilà. Donc pour la candidature de son pays, arrêtez de poser la question à n'importe quel juriste qui va rouler des mécaniques. Il y a une cour constitutionnelle qui va se prononcer et on devra s'en tenir à cela. C'est comme ça qu'on commence à bâtir un état de droit. Ça, c'est une des premières choses que je voulais dire. La deuxième chose, c'est sur... j'ai pas beaucoup de temps peut-être déjà, sur la cohésion sociale. Alors, 2-3 choses. La cohésion sociale, ça se fabrique. La cohésion sociale est nationale. Un pays, ça se fabrique. Alors, je sais très bien que du fait des conditions d'accession à l'indépendance, où nous avons été amputés d'un territoire, une île, on est dans une position légitime, victimaire, et que c'est cela qui nous soude toujours en disant oui, nous sommes nous avons été un et indivisible, nous avons été lésés, etc., etc. Nous mangeons la même chose, nous avons la même religion, etc., etc. Oui, mais une fois qu'on a dit cela et qu'on ne travaille pas à fabriquer du sentiment d'appartenance commune, mais plus resserré que ça, on n'a rien fait. Je suis désolé, moi c'est mon opinion. C'est-à-dire qu'il y a des phrases comme ça qui vont être dites, alors qu'on sait très bien que même dans la diaspora comorienne en France, elle est fragmentée entre Joannais, entre comoriens, entre moéliens. Les associations ne se mélangent pas. Même sur Facebook, regardez bien. Donc, quand vous regardez dans Facebook, souvent, les débats de grands comoriens sont des débats de grands comoriens. Il y a même des micro-débats où, en général, quand on creuse bien, c'est que des Moroniens qui sont en train de parler de leurs problèmes en pensant que c'est des problèmes nationaux. Donc, le problème de la fragmentation est vraiment un... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'unité. Elle est là, mais elle se travaille. Par des lois, par la société civile, j'ai pas le temps, je suis désolé, mais c'est des questions très importantes. Une société civile qui a ses problèmes à elle, pas développer, 5 minutes, par les hommes politiques, par les leaders d'opinion, par les artistes, par tout ça. Tout ça avec un chef opérateur, si possible, une sorte de Deus ex machina qui peut essayer en donnant une vision. Dans certains pays d'Afrique, quelqu'un est en train de faire ça très bien, même si c'est vu comme un dictateur, au Rwanda ou ailleurs, ou au Ghana, etc. On travaille le sentiment, on fait des discours clés, on donne du nom de place ou de bibliothèque à des gens clés. Pourquoi pas une place, même si sa place dans l'histoire est assez controversée, celle de Fatima, la reine Djoubé Fatima. Pourquoi pas une place Djoubé Fatima, Ngazidja, quelque part? Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours bizarre, on porte toujours la place Fatima Djiba à Moélie.
Djoubé Fatima à Noélie. Et les plus belles places comoriennes à Moroni, par exemple, ont des noms de avenue des Unions européennes, place de la France. Ça vous donne un peu le côté désuet, pas le côté désuet, mais le côté vraiment petit, le côté, je ne trouve pas le mot, mais un côté bon enfant avec lequel on conduit les affaires de ce pays, alors que le diable est dans les détails, et nous, les détails, justement, on ne s'y intéresse pas. Kamwe ou les grandes figures de l'histoire comorienne, qu'elles soient modernes ou un peu anciennes, on voit leur nom nulle part. Ils sont fêtés sur le net ou dans des bouquins que personne ne lira, etc. etc. La dernière fois, un écrivain est mort, un écrivain qui a fait un travail important en termes de production, livresque en tout cas, et il a fallu que ce soit l'Alliance française qui donne une salle, qui donne son nom à une salle. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc je suis désolé d'aborder ces questions un peu à la mitraillette. Donc en conclusion. Voilà. Donc le message essentiel. Je crois en avoir donné deux, mais bon. En conclusion, qu'est-ce que je dirais? C'est que dans nos comportements, nous, la diaspora, où le rapport déjà au pays est assez délicat, ce qui nous ferait dire que nous sommes une cinquième île. Mais ça, c'est un peu plus compliqué à développer. Mais la conclusion, c'est quoi? C'est que nous n'attendons pas tout du droit. N'attendons pas tout de la politique. Parce que c'est l'ensemble des actions de l'État, producteurs de droit, de normes, de la société civile, donc des associations, etc., des artistes, etc., qu'on fabrique un sentiment réel d'appartenance commune. Réel, c'est-à-dire que même quand on fait des affaires, on dit, vous verrez, on embauchera les 2-3 gars des gens qu'on connaît, de la famille. C'est toujours dans des logiques de famille, de lignée, de je sais pas, même pour faire des affaires. Et peut-être même entre artistes, je vais voir un autre artiste, et je suis désolé, je donne un exemple, c'est drôle, chez Kensi, il fait en featuring un gars de Moroni comme lui. C'est drôle, il n'y a pas un autre rappeur, je plaisante, mais dans tous les détails, regardez bien dans tous les détails, il faudra commencer à dépasser ça. Voilà. Bien. Je suis désolé d'un... Non, t'as pas été désolé. Alors, là, il y a une jeune femme, Vanessa. Vous êtes là depuis tout à l'heure. Vous êtes arrivé très très tôt, ponctuel. C'est que là, on était sur l'indépendance inachevée. On va vous demander de réagir pas sur cette indépendance inachevée, mais sur une partie d'un territoire qui, lui, est en voie de décolonisation, ou en tout cas, qui est toujours, pour nous, Comoriens, colonisés, et à savoir Mayotte. Est-ce que vous pourriez de nouveau nous dire ce que vous faites, et surtout comment vous voyez les choses là-bas à Mayotte où vous avez travaillé? Oui, déjà, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Voilà, donc, comme je vous disais tout à l'heure, moi je représente la FASTI. C'est une fédération d'associations, à peu près une soixantaine d'associations. Elles sont toutes réparties en métropole, sauf une qui est en Guyane. Et ces associations, elles mettent en place des actions de solidarité auprès des personnes étrangères et immigrées. On fait par exemple des permanences juridiques et sociales, on fait des cours de français, des cours d'alphabétisation, des groupes de parole, etc. Et depuis quelque temps, on s'intéresse à la situation des personnes étrangères ou considérées comme telles en Outre-mer. Pour Mayotte, en fait, nous ne sommes pas présents physiquement là-bas, nous n'avons pas d'association là-bas, même si plusieurs de nos militants y ont séjourné pendant quelques temps. Pour autant, il nous semble primordial de s'intéresser à la situation mahoraise parce qu'elle est, d'après nous, emblématique de la politique à la fois coloniale, mais également anti-migratoire et raciste menée par la France. C'est tout ce contre quoi nous essayons de lutter à la FASTI. Alors, je voulais peut-être faire un petit rappel sur Lisa Balladur, même si je pense que vous connaissez très bien et peut-être que certains d'entre vous en ont subi les conséquences. Donc c'est le 18 janvier 1995 que le Premier ministre Edouard Balladur signait un décret qui
qui obligeait tous les habitants des Comores à disposer d'un visa pour se rendre à Mayotte, le fameux visa Balladur. Dès lors, donc, les habitants de Moélie, de Grande Comore et d'Anjouan doivent obtenir ce sésame avant leur départ pour Mayotte. Et pour obtenir ce sésame, il faut remplir un certain nombre de conditions. Vous le savez, notamment avoir une assurance maladie, avoir des moyens financiers, des garanties de rapatriement, etc. Bref, beaucoup de personnes comoriennes ne peuvent remplir ces conditions. Et ce visa, il va donc venir entraver la circulation traditionnelle et familiale qui se faisait depuis le peuplement de l'archipel. Donc, depuis 20 ans, les Comoriens et les migrants, qui viennent notamment de Madagascar et de l'Afrique des Grands Lacs, ils se trouvent dans l'obligation d'emprunter des voies d'accès illégales, entre guillemets, à bord des fameuses kwassa-kwassa. Et selon différentes estimations, on l'a dit et redit aujourd'hui, il y aurait entre 10 000 et 30 000 hommes, femmes et enfants qui ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de rejoindre Mayotte. Alors l'instauration de ce visa, elle a été accompagnée d'une véritable militarisation des frontières. Donc autour de Mayotte, il y a 3 vedettes rapides de la gendarmerie et de la police aux frontières qui patrouillent en permanence. Il y a également un hélicoptère et 4 radars terrestres. Mayotte est ainsi érigée en forteresse. Alors notre analyse à la Bastille, nous pensons que le visa Balladur est tout d'abord révélateur de la politique anti-migratoire et raciste française qui cible plusieurs zones géographiques, et il nous a semblé intéressant à la Bastille de faire le parallèle entre ce qui se passe au large de Mayotte et en Méditerranée. Parce que les morts en mer, qu'ils soient au large de Mayotte ou en mer Méditerranée, ils sont la conséquence directe des politiques menées par la France et l'Union européenne. Les mêmes outils et les mêmes méthodes assignent à résidence toute une partie de la population qui est jugée indésirable. Bon, là, c'est juste pour rappel, hein, vous le savez, donc le visa Balladur est exigé pour rejoindre Mayotte, et un visa est également exigé aux habitants des pays limitrophes de l'espace méditerranéen pour rejoindre l'Europe. Et comme au large de Mayotte, il y a un véritable arsenal de guerre qui est déployé dans l'espace méditerranéen. Vous connaissez peut-être l'agence Frontex, qui est l'agence européenne de surveillance des frontières, qui agit donc au sein de l'espace méditerranéen. Donc l'Europe, il faut savoir qu'elle s'est inspirée des méthodes de surveillance déployées de longue date au large de Mayotte. Ainsi, on considère que Mayotte, c'est un peu un laboratoire d'expérimentation pour la métropole. Pour celles et ceux qui arrivent notamment à rejoindre leur destination, ils vont faire l'objet une fois sur place d'une véritable politique de harcèlement, d'enfermement et d'expulsion massive. Que ce soit sur le territoire mahorais ou métropolitain, les personnes qui sont placées en situation irrégulière, entre guillemets, sont soumises à une intense répression. A noter encore une fois que la machine à expulser des années Sarkozy a été mise à l'essai et mise en pratique bien avant à Mayotte. Dès 1998, on comptabilisait déjà 6500 reconduites à la frontière de Mayotte. Depuis une quinzaine d'années, les autorités françaises et européennes négocient également de nombreux accords avec les pays limitrophes afin d'externaliser le contrôle des migrants en amont. Ces accords y prévoient notamment d'organiser les expulsions de personnes en situation irrégulière vers les pays tiers signataires. Là, vous le savez aussi certainement, il y a un accord dit de circulation, entre guillemets, qui est en train d'être négocié entre la France et l'Union des Comores. Voilà, il y a d'ailleurs eu une mobilisation à la fois aux Comores, aussi en France, une petite mobilisation qui a peut-être permis de retarder, en tout cas, la signature de cet accord. Donc on le voit, la situation au large de Mayotte et celle en Méditerranée relèvent d'une même logique meurtrière, avec une particularité, notamment pour Mayotte, c'est que cette politique a créé une catégorie d'étrangers. Elle a divisé un peuple qui a toujours été uni par des liens familiaux, sociaux, professionnels. Nous pensons également à la Bastille que le visa Balladur s'inscrit dans le cadre d'une politique coloniale française. Là, je ne vais pas développer parce que vous en avez beaucoup parlé. Mais comment qualifier autrement les conditions dans lesquelles s'est tenu le référendum d'autodétermination? Comment qualifier autrement le fait que la France ait agi en méprisant de nombreuses résolutions de l'ONU?
Comment qualifier autrement l'application de législation d'exception pour les personnes considérées comme étrangères ou pour les Mahorais et les Mahoraises elles-mêmes et eux-mêmes? Donc, comme on le constate, la France perpétue une approche colonialiste de l'administration du territoire mahorais et sa population. Mabadi a parlé tout à l'heure de tous les enjeux économiques et géostratégiques qui sont liés au maintien de Mayotte sous domination française. Alors, je voulais juste parler un petit peu de nos mobilisations à la FASTI. Alors, c'est des mobilisations qui ont lieu bien évidemment dans un cadre interassociatif. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec plusieurs représentants, le CEDISCOM, la Société démocratie, voilà. Alors, on a publié un communiqué de presse et on a organisé une conférence de presse qui a eu lieu le 15 janvier dernier, spécifiquement sur le visa Balladur. C'était la date anniversaire des 20 ans. On essaye d'organiser des rencontres-débats. On en a fait une en avril dernier au Havre. On essaye d'en organiser d'autres à Marseille et à Paris durant le deuxième semestre 2015. Et à ces occasions, on diffuse un matériel de sensibilisation. Il y a une petite brochure qui est à l'étage du dessous. On a aussi donc, fait cette affiche sur le visa Balladur. On ira la récupérer en sortant. Et on essaye également de renforcer nos partenariats avec les Comoriens, car on pense qu'il est fondamental que les premiers intéressés soient en première ligne dans le combat. En tant qu'association française, nous sommes légitimes pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec les politiques qui sont menées en notre nom et avec notre argent, mais ça ne nous empêche pas de soutenir évidemment les nombreuses actions menées par les Comoriens et les Comoriennes elles-mêmes, et nous pensons nécessaire de continuer à renforcer nos liens et à lutter ensemble côte à côte. Merci beaucoup. Merci. Je vais rajouter juste, mais vraiment un petit mot parce qu'il y a le jeune Candide qui est très pressé. Vas-y, alors un petit mot. Ok, la continuité. Donc, c'est un appel parce que là, nous sommes dans la phase des propositions. Le CEDISCOM, c'est l'un des collectifs qui travaille dans ce cadre-là. Le visa Balladur est un enjeu parce qu'il y a des morts. Ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser pour l'abolir complètement. Tant que c'est là, il y aura encore des morts. Donc il faut. Et c'est possible. L'explication qui a été donnée tout à l'heure, c'est que quand François Hollande était à la COI, il y a le décret qu'on a intercepté, qui devait être signé, c'était de faire signer au gouvernement comorien d'empêcher eux-mêmes la libre circulation. D'autres termes, que ce soit les Comoriens eux-mêmes qui soient les responsables des morts, de ce qu'on appelle les morts, les morts Balladur. Donc, ça dédouane, c'est des dizaines de milliers, ça veut dire la responsabilité française serait annihilée. Donc, il faut mobiliser les actions en question. Ce qu'on cherche, quand on vient dans des événements comme ça, c'est de vous sensibiliser et à partir de là que vous sachiez la FASTI vous pouvez avoir sur le net. Et ensuite, les actions, c'est que toute association, même des individus, peuvent être signataires. Il faut des milliers de signataires dans une pétition à venir pour inonder l'Europe tout entière pour nous enlever cette saloperie. Ça, c'est une action concrète et éminemment urgente. Merci beaucoup. Merci. Merci Vanessa. Alors, pour ceux qui sont en bord, je vous dis juste une chose. On aura la possibilité de rompre le jeûne, ceux qui le veulent, tout à l'heure. Donc, soyez pas trop pressés. On pourra manger. Voilà. Alors maintenant, je vais donner la parole à Nordine, parce qu'il est un peu pressé. Alors, Nordine représente une école. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qui vous êtes, ce que vous faites? Oui, bonjour, cher monsieur, chères mesdames. Donc, je suis le responsable communication du projet UMECOM. Donc, c'est quoi le projet UMECOM? Donc, comme le présente ici mon t-shirt, en fait, c'est un projet qui a vocation de tracer une nouvelle ligne directrice au niveau de la santé aux Comores. Donc, UMECOM, c'est une association loi 1901 qui est située à Stein et on existe depuis 2010. Donc, nous avons constaté le problème sous-jacent au niveau de la santé aux Comores
que nous n'avons pas la possibilité de prendre en charge des urgences médicaux sur place. Nous prenons en charge des malades qui sont stables, mais au niveau des urgences ou au niveau catastrophes environnementaux ou des crises sanitaires, nous n'avons pas les structures qui sont aptes à prendre en charge des blessés graves qui ont besoin de soins urgents. Donc au niveau de UMECOM, qui signifie Urgence médicale des Comores, nous proposons un schéma directeur d'aide médicalisée d'urgence qui prend en compte les exigences d'hygiène et de sécurité. Donc également, on souhaiterait mettre en place un numéro d'urgence à l'échelle nationale, car comme vous savez, au Comores, on n'a pas ce qu'on appelle les pompiers ou un numéro qu'on appelle en cas d'accident. Donc on voudrait mettre ça en place avec un centre d'appel qui prendrait en charge tous ces appels et les gérer en fonction de la gravité des blessés. Donc, il y aurait une prise en charge des appels d'urgence jusqu'à l'administration des soins pour répondre aux attentes de la population. Donc, comme vous voyez, c'est un projet national. Ce n'est pas un projet régional ou un projet villageois, parce que nous, au niveau de l'UMECOM, on souhaiterait lutter aussi contre cette fragmentation, comme l'a expliqué mon confrère, au niveau de la société. Aujourd'hui, chaque région qui monte un projet, ils disent d'abord chez moi. Je vais faire une route d'abord chez moi. Je vais faire un projet au niveau de l'eau d'abord chez moi. L'électricité d'abord chez moi. Mais il n'y a aucune logique au niveau national. Alors, comme vous savez, on essaye de casser un peu ces schémas-là afin de capitaliser et mutualiser nos ressources afin que le résultat il puisse être encore plus grand, être plus bénéfique pour tout le monde. Donc, nous sommes ici pour lancer un appel général, un message de sensibilisation aux générations d'aujourd'hui et de demain pour soutenir un tel projet qui est fondamental pour l'Union des Comores. Pourquoi ce projet il est fondamental? Je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, on n'est pas à l'abri d'une catastrophe naturelle, car vous savez que aux Comores, c'est une île, on est entouré des eaux. Il y a aussi le volcan Karthala qui parfois se réveille, donc on peut avoir des éruptions volcaniques. Donc, afin de pouvoir faire face aux catastrophes naturelles telles que les éruptions volcaniques du volcan Karthala, ou bien